Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session de journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Clôture de la formation de la première promotion de l'Académie de police en présence du ministre de l'Intérieur. Préparatifs de la rentrée scolaire fixée pour le 12 octobre, les couturiers se plaignent de non-engouement de parents dans leurs ateliers. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information et merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Comme je le disais dans le sommaire, la police nationale congolaise a procédé ce vendredi 2 octobre 2020 à la clôture de la session de formation de la première formation de l'Académie de police dénommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie marquant la fin de cette session de formation a eu lieu au commissariat général de la police en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde. Les détails avec Patricia Molinkombo-Lekouné et Hugues Moussanguilaï. C'est au terme de 2 ans que ces commissaires de police ont fini leur session de formation assurée par l'Académie de la police. Cette première promotion pilote de l'Académie de la police, dénommée Félix Antoine Tshisekedi, en reconnaissance du chef de l'État pour son implication dans la bonne marche de la police nationale congolaise. En effet, cette formation entre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, une police qui appelle la population à lui faire confiance. Au total, 44 modules ont fait l'objet de cette formation, repartis en 3 phases, à savoir la formation générale, la formation techno-professionnelle et la formation juridique. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration. Au cours de cette cérémonie de remise de brevets, les lauréats du jour ont porté leur grade et ensuite prêté serment, acte pris par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde. C'est grâce à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, que cette formation a été rendue possible, d'où l'appel du vice-premier ministre, Gilbert Kakonde, aux lauréats à mieux pratiquer les connaissances acquises. La police veut améliorer son image, tout en étant une police professionnelle, digne et qui assure la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi de l'intégrité de notre territoire national. Au total, 97 apprenants ont pris part à cette formation, dont 14 femmes. 6 de commissaires ont distingué. Ils ont reçu de présents de main des autorités présentes à cette manifestation. Dans le même registre, en mission officielle dans la province de l'Ituri, le commissaire adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative Michigi, Yav Filémon Patience, s'est rendu à Djougou et Mahagi pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans les 2 territoires et prêcher la discipline entre agents de l'ordre et la collaboration entre la police et la communauté pour que la paix règne dans cette contrée. Les détails avec notre correspondant sur place, King Johnson Lusala. Poursuivant sa mission officielle en province de l'Ituri, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le général Mouchidiav Filémon Patience, a effectué une tournée opérationnelle pour se rendre compte de l'état des lieux de différentes unités de la police nationale congolaise implantées dans les territoires de Djougou et Mahagi. Certes, une mission difficile vu l'inaccessibilité de certaines routes pendant cette période pluvieuse et aussi la présence sporadique de certains miliciens encore actifs dans la région. Le général Mouchidiav Filémon Patience a tenu des causeries morales avec les policiers à travers des parades à Fataki, Nyoka, Ngote et Mahagi Centre où il leur a donné les instructions de la hiérarchie, prodiguant des conseils pour la bonne marche des unités, notamment la discipline qui est la mère des armées, collaboration avec la population à travers les activités communautaires et la bonne prise en charge des commandements.
Le pays est un avec un seul président, Félix Tshisekedi. Nous tous qui sommes derrière lui, nous devons les respecter et l'aider. Il avait promis lors de sa campagne électorale qu'il va se battre pour que la paix règne à l'est du pays. Votre mission, c'est de protéger la population et c'est bien, et non de faire le contraire. Pourquoi faire le contraire? Message discipline. Au terme de sa mission de 2 jours à Djougou et Mahagi, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Mouchi Diave Filemon Patience, a quitté Mahagi à 10 h pour atteindre Bunia à 17 h. À Kinshasa, le gouvernement provincial, par le biais du ministre provincial de l'Intérieur et le commissaire général à l'environnement, a lancé depuis le 30 septembre dernier l'opération Pas de garage pirate dans la ville. Une décision prise à travers l'édition numéro 003 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la capitale. Suivez ce commentaire de Sylvain Kapombobo Sengele. 20 octobre 2020, c'est la date butoir pour tout propriétaire des véhicules, engins, épaves et autres activités de prendre des dispositions pour dégager tous les espaces et voies publiques anarchiquement occupés à travers la ville de Kinshasa. Dans un communiqué conjoint signé le 30 septembre 2020, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sam Leka, et la commissaire générale à l'environnement, Laetitia Benakabamba, ont tenu à informer à l'opinion quinoise du lancement imminent de l'opération Pas de garage pirates dans la ville de Kinshasa. L'objectif étant de dégager les emprises publiques de la capitale pour un meilleur aménagement. Dans ce cadre, une commission spéciale a été mise en place pour assurer l'exécution de l'édit numéro 003 du 9 septembre 2013 concernant l'assainissement et la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. En effet, dans son article 10, cet édit met en exergue la responsabilité de tout propriétaire et occupant des terrains bâtis ou non bâtis d'assainir son milieu environnant jusqu'à 10 mètres à front des rues des limites de sa propriété. Dans le même ordre d'idées, il est aussi tenu de garder son environnement dans un état permanent de propriété. Les communiqués conjoints rappellent également l'article 11 dans son alinéa B qui, lui, interdit l'abandon des épaves, des véhicules automobiles et l'érection le long des artères de la ville des garages, des fortunes, des kiosques, terrasses, restaurants, fabriques ou dépôts de matériaux de construction, notamment du sable, des briques, des concassés, moellons et autres produits dérivés. Passé les délais du 20 octobre 2020, toutes ces activités réputées anarchiques feront l'objet d'évacuations forcées. Pour ce qui est des engins et épaves, ils seront destinés à la casse et les propriétaires frappés d'amende. C'est conformément à la réglementation en vigueur. Ces communiqués, il faut le dire, intervient à quelques jours de la célébration de l'an 1 du lancement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'opération Kinshasa-Bopeto, programme cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, une philosophie visant l'assainissement de la ville capitale et les changements de mentalité. Changement du registre. À présent, dans ce journal, des travaux anti-érosifs sont exécutés sur la route nationale numéro 1 afin de maîtriser la progression de ces érosions au niveau du quartier d'Ilumbele à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Le vice-premier ministre Willingo Post a inspecté ce tronçon afin de se rendre compte de l'évolution de travaux effectués par la CGT, Solange Kwale-Pembele. Elle était à moins de 3 mètres pour atteindre la route nationale numéro 1 et d'emporter l'un des pylônes de la SNEL. Cette tête d'érosion menaçant le territoire de Mbanza-Ngungu est déjà prise en charge par l'entreprise chinoise SIC sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Responsabilité oblige. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fait le déplacement pour s'en rendre compte. Je suis venu inspecter la nationale numéro 1. dont nous avons eu vent de la menace de la chaussée depuis quelque temps.
Mais c'est des choses qui étaient prévues lorsque nous avons évalué tous les travaux qui devaient s'effectuer sur ce tronçon. On devait commencer un peu plus bas et monter. Mais là, nous avons eu des cris d'alarme comme quoi la population était en danger et que nous risquons de perdre la chaussée. Depuis 48 heures, je crois que l'entreprise qui a pris en concession la route s'est organisée pour commencer les premiers travaux. Et nous sommes venus juste nous rendre compte de l'effectivité des travaux. Nous avons pu sauver le grand poteau électrique qui est là et nous avons protégé la chaussée. Mais maintenant, les travaux vont continuer peut-être pendant 35 jours pour essayer d'éloigner le plus loin possible le danger sur la chaussée. La consistance des travaux, c'est un travaux de remblayage pour essayer de récupérer le tas naturel, le terrain naturel, comme vous voyez, on est en train de faire des remblais. Et puis, il y aura la construction d'un collecteur avec des dissipateurs d'énergie pour orienter les eaux jusqu'à 200 mètres. Et à 200 mètres, on aura à construire aussi un grand dissipateur pour que les eaux puissent couler calmement jusqu'au niveau du collecteur qui se trouve au niveau du rail. Profitant de l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de ZTP, a exhorté l'administrateur du territoire à cultiver le civisme afin d'éviter des risques que peuvent courir les habitants de ce quartier. Quittant Mbanza-Ngungu pour Kinshasa, Willingo Post s'est arrêté cette fois-là au point de péage de Kassangoulou pour comprendre comment s'effectue l'opération. Cette mission d'inspection a permis aussi au vice-premier ministre, ministre de ZTP, de se faire une idée de l'état actuel de ce tronçon en cette période de la saison de pluie. Mais il faudra dire que les travaux de réhabilitation du bac de Boende évoluent normalement à Mbandaka, a affirmé le chef du centre ainsi que la délégation venue de Kinshasa avec l'ingénieur Crispin Mouchalaïgua. Le reportage est de José Maza Osukuma, que notre correspondant sur place. Une délégation de deux experts de la division de construction BAC venue de Kinshasa et Mbandaka et depuis ce mercredi 30 septembre dans une mission d'une semaine pour faire le suivi des travaux de la réhabilitation du BAC de Boende par l'équipe locale conduite par Tarsis Mokengamey, chef de centre BAC au fil de route Mbandaka, qui a précisé que les travaux qui consistent à enlever tous les tôles et corneilles pourris pour les remplacer avec de nouveaux. Nous sommes venus, comme l'a dit le chef de centre, faire le suivi des travaux de réhabilitation du BAC Boende en cours ici au chantier naval de Mbandaka. Faire le suivi veut dire faire les contrôles de qualité, prendre ou lever les options sur certains choix techniques, parce que dans ces travaux, nous sommes en train de faire aussi quelques transformations. Les transformations veut dire qu'on nécessite beaucoup d'expertise, d'études pour faire un très beau choix. La délégation de Kinshasa, conduite par l'ingénieur Crispin Mouchagaloussa, chef de division construction navale de l'Office des routes de la RDC, et qui a indiqué que les indicateurs sont bons au regard du respect des consignes de travail tracées par l'hiérarchie. Il est accompagné de Junior Gauthier Moula, chef de service maintenance BAC de l'Office des routes Kinshasa. Oui, depuis hier matin, nous avons reçu une délégation composée de deux ingénieurs qui sont venus pour le suivi des travaux de réhabilitation de BAC de Boende. Elle est composée de M. Mouchagaloussa, qui est le chef de mission, et de l'ingénieur junior qui l'accompagne, qui est chef de service maintenance et exploitation à la division maintenance BAC. Parlons santé dans ce journal, la malnutrition chronique bat le record dans la ville de Kenge, province de Kwango. Selon l'enquête mixte 2018, cette situation est à la base du retard de croissance chez les enfants. Le projet PDDS et l'UNICEF se sont associés avec Médecins d'Afrique, Caritas Congo et Caritas International Belgique, Magma et autres sont déjà à pied d'œuvre dans cette province du pays pour combattre ces fléaux. Willy Kacha. Beaucoup d'enfants à Kenge, de la province du Kwango, sont victimes de la malnutrition. C'est le cas de Mado, âgé de 4 ans,
Elle présente un grand retard de croissance dû à la malnutrition chronique. Mado n'est pas seul à connaître cette situation. On trouve à Kenge bon nombre d'enfants qui se retrouvent dans cette situation qui inquiète bon nombre de familles. C'est une urgence de travailler sur la malnutrition dans cette province. Nous apportons en tant qu'UNICEF l'expertise technique. Nous essayons de travailler avec les communautés parce que la malnutrition est un problème, pas de la santé, mais un problème multisectoriel. On essaye de travailler sur consultation prénatale, préscolaire. On travaille sur ça parce que c'est à ce moment-là qu'on doit suivre l'enfant de façon correcte. On pèse l'enfant régulièrement et on essaie de suivre. Et c'est là où on donne les conseils, comment nourrir l'enfant, comment diversifier l'alimentation de l'enfant et comment éviter les maladies qui peuvent aussi causer que la nutrition de l'enfant soit perturbée. L'UNICEF seul ne peut pas travailler et trouver solution à cette situation. L'accompagnement des ONG telles que Caritas Congo, Caritas International, Magna par exemple, s'avère nécessaire pour épargner les filles et fils de cette partie du pays. Il s'agit de Kwango et Chouapa et les regroupements se sont approvisionnés quant à ça. Chaque personne, chaque maison, nous allons les recenser pour venir moudre le maïs et chaque enfant doit prendre ça chaque matin pour combattre la malnutrition. Pas seulement chez moi, il y a aussi les chefs de groupement qui ont leurs moulins dans des villages. Ils doivent vraiment faire tout pour que ceci soit un peu partout. Cette campagne de nutrition va s'étendre sur 2 ans et aidera à la lutte contre la malnutrition et la mortalité des enfants. Et comme vous le savez, la rentrée scolaire est fixée pour ce 12 octobre 2020, mais seulement les couturiers se plaignent de manque d'engouement du côté de parents dans des ateliers. Les détails dans ce reportage de Jenny Tamboy-Malou et Sylvain Kapombogo-Séguélé. Nous sommes à 1 semaine et demie de la rentrée scolaire édition 2020-2021, prévue pour le 12 octobre prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une rentrée totalement différente de celle des années précédentes, ont déclaré les couturiers. Ces derniers se plaignent de la non-visite des parents d'élèves dans leurs ateliers pour solliciter leurs services. La rentrée scolaire était prévue d'abord pour le 5 octobre, puis reportée pour le 12 de ces mois. Nous les couturiers, jusqu'à ce jour, nous ne recevons pas des clients comme d'habitude. J'en profite de cette occasion pour lancer ces messages aux autorités de pouvoir interdire à toutes les écoles de vendre les uniformes afin de nous permettre de faire notre travail. De leur côté, les parents d'élèves ne savent à quel sein se vouer. L'année passée, ça a été un peu bien. Ça marchait, il y avait des clients qui venaient même avant la rentrée. Un mois, il y avait des clients qui venaient, qui déposaient les uniformes. Mais pour cette année, c'est vraiment inexplicable. Qu'à cela ne tienne, les parents ont le devoir de s'activer pour l'achat des uniformes et d'autres fournitures scolaires à leurs enfants, malgré la période difficile due à la Covid-19. Et ces personnes qui vous rendent l'information tous les jours sont par moments butées à plusieurs difficultés. 26 journalistes de différentes radios communautaires de la province de l'Équateur sont informés sur la formation des pratiques familiales essentielles. Impliquer les journalistes dans la lutte contre la Covid-19 et Ebola à l'Équateur est l'essentiel de cette formation. José Mazao Soukoma nous en dit plus. Ouverture ce jeudi 1er octobre, sous la paillote de la radio communautaire Moana, d'un atelier de formation des journalistes sur la promotion de pratiques familiales essentielles. Il s'agit de former les journalistes pour les impliquer dans la promotion de pratiques essentielles familiales, y compris la lutte contre la COVID-19 et Ebola à travers les médias, notamment à renforcer les capacités des 26 journalistes de la ville de Mbandaka sur ces pratiques, à appuyer les 13 radios communautaires partenaires dans la conception de la production des formations journalistiques sur la COVID-19 et Ebola, et aussi
les pratiques familiales essentielles, diffusion des émissions interactives, spots et magazines. Les facilitateurs, Anthony Kabinga, l'administrateur en charge de l'information de l'UNICEF venu de Kinshasa, a ouvert la brèche par l'écriture journalistique, donc comment écrire par les mots et comment écrire par l'image et les sons. Les rythmes, la musique, l'ambiance, bref, il faut être concret, court et concis, ou les principes des 3C. Tout a commencé par le prétexte, la mise à jour de la cartographie radio, le pratique du journalisme, les 8 pratiques familiales essentielles et évaluation de fin de la journée. Pour le deuxième jour, tout va commencer par la révision du premier jour, les mécanismes de collecte des feedbacks, outils de collecte de données et reportage enfin. Troisième jour, on parlera des outils de prise en compte de l'aspect genre à la radio, la COVID-19 et Ebola. 26 journalistes venus de 13 radios communautaires de la province de l'Équateur y prennent part. Il faudra dire aussi que le collectif de journalistes pour le respect et la dignité de cette profession dit non aux actes de barbarie à la tenue du congrès de l'INPC du 5 au 7 du mois en cours à Mwanda dans le Congo central. Ces déclarations ont été faites au cours d'un point de presse qu'il a tenu à Gombe ce 2 août 2020. Le reportage est de Willy Cage. Le poste de responsabilité pose problème à l'INPC et divise les journalistes. Aujourd'hui, le camp opposé à l'équipe dirigeante de cette structure de la presse s'insurge contre cette dernière pour avoir choisi d'organiser le congrès de l'INPC du 5 au 7 août prochain dans la ville côtière de Mwanda au Congo central. Bon nombre de personnes qui suivent l'actualité sur cet épineux problème se demandent à qui profite ce conflit qui divise les journalistes acquis au changement et ceux qui s'opposent à ça. D'où cette prise de position du collectif des journalistes pour le respect et la dignité, JRD. Donc les mémos ont été déposés et dans ces mémos, on reprend la nécessité de convoquer les états généraux de la presse. Et c'est ce que nous attendons tous, parce que nous saluons même que le ministre est aussi partant pour cette initiative de l'organisation des états généraux de la presse, mais que le gouvernement doit financer, d'après le ministère des Médias, que le gouvernement doit financer. Et nous attendons cette convocation pour que demain ou après-demain, nous puissions doter ces pays d'un ordre national des journalistes congolais. Profitant de cette rencontre, le JRD fustige le comportement de certains journalistes à l'endroit du professeur Malembe Tamandiak, fondateur de l'ex-ISTI, aujourd'hui IFASIC. Nous sommes opposés à un groupe de gens, des confrères, qui ont manqué du respect au patriarche Malembe. Patriarche Malembe, c'est lui le fondateur de l'ISTI, qui est IFASIC aujourd'hui. C'est lui le tout premier docteur en journalisme. Il mérite du respect. Ce que Malembe est aujourd'hui pour la presse, c'est ce que Lumumba est aujourd'hui pour la RDC. Les journalistes, c'est un grand monsieur. C'est une grande dame. Il mérite dignité. Et la dignité, là, c'est non seulement par rapport à nos partenaires qui organisent ces manifestations, mais par nous, mais par notre comportement. Nous devons combattre ce que nous appelons témé-témé, et nous allons combattre la mendicité. Nous devons nous respecter nous-mêmes. Le JRT tient au respect des journalistes et à leur dignité. Et au micro de Popol Ziakaou, les chrétiens catholiques à travers le monde ont consacré ce mois d'octobre à la Vierge Marie, la mère de Jésus, dénommée mois de Rosaire. L'explication a été faite par l'abbé Gérard Mbaki, curé de la paroisse Notre-Dame de Rosaire à Mongafula. Suivez. Le 7 octobre a été retenu comme une date historique. Date historique pourquoi? Parce que au cours du combat qui avait opposé les païens et les chrétiens, c'est en invoquant le nom de la très sainte Vierge Marie que les chrétiens avaient remporté la victoire sur le Sarrasin, c'est-à-dire le païen. Pour nous, le mois de Rosaire nous rappelle une piété mariale, c'est une piété populaire, c'est-à-dire que la Vierge Marie, c'est cette dame-là que Dieu a choisie. La Vierge Marie est pour nous pas seulement la mère du Seigneur, mais aussi c'est notre mère. C'est notre mère, pourquoi? Parce qu'elle nous aide à pouvoir faire un parcours biblique
La Vierge Marie, en fait, quand nous récitons par exemple le chapelet avec les 20 mystères, elle nous aide à pouvoir faire un parcours pour découvrir Jésus le Christ. Dans les soirs des apparitions, nous voyons que la Vierge Marie, c'est une messagère, une apôtre, Et à nos chrétiens, je dis toujours, nous devons profiter de ce mot pour pouvoir nous adresser à Jésus par Marie. Marie, pour nous, ce n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Mais Marie, pour nous, en fait, c'est pourquoi nous ne l'adorons pas, mais nous la vénérons. Ndaïla Mbweshi et Damien Maungo nous font dire que le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa s'est clôturé jeudi 1er octobre 2020. Le BC Terreur et le basket club de la Corée nationale de sécurité nationale ont empoché leur ticket pour la Coupe du Congo en dominant sur la balle au panier. Suivez ce reportage. La Caisse nationale de sécurité sociale et le BCTRR ont remporté haut la main les finales du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa le jeudi 1er octobre 2020 au Stadium des Martyrs. En effet, dans la version féminine, le basket club CNSS a corrigé le basket club Vita sur la marque de 85 à 51. C'est après 5 ans de dur travail que les filles de la sécurité sociale sont au sommet de la balle au panier quinois. Après 5 ans que CNSS cherchait ce titre, la coupe, voilà, donc je dis merci à Madame Agnès encore une fois, qui a fait confiance au nouveau comité qui est dirigé par Maman Lissi. Donc voilà, moi je dédie cette coupe à mon épouse qui est partie et à mon fils qui est parti, et je dis merci Seigneur. Le derby de la capitale chez le monsieur entre le basket club Terreur et Espoir Focache a tenu toutes ses promesses. Le féru de la balle au panier ont assisté à une belle finale. Après 4 quarts-temps de spectacle, le basket club Terreur gifle la jeune équipe d'Espoir Focache sur le score de 81-67. L'organisateur a décerné les médailles et trophées aux équipes championnes et vice-championnes. Même si le huis clos exigé par les autorités du pays pour lutter contre le coronavirus n'a pas été respecté, la compétition de la Lipobakine s'est achevée sur une note positive. Place à Lafé Bako, que dirige le sénateur Boniface Mawatadi Banjila pour organiser la Coupe du Congo de la spécialité à Kinshasa. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au moins 11 personnes ont été tuées dans des combats entre l'armée régulière et une milice qui avait signé un accord de paix avec le gouvernement congolais en février en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué jeudi des sources onusiennes. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, devait conclure ce vendredi à Rabat une tournée destinée à renforcer la coopération militaire avec les pays du Maghreb, centrée sur la lutte contre le djihadisme et la sécurité en Afrique du Nord, en Libye ou au Sahel. Comme à Tunis, mercredi, le chef du Pentagone doit signer un accord de coopération militaire avec le royaume chérifien. Au Kenya, hôpitaux et laboratoires en première ligne face au coronavirus ont constaté depuis août une baisse soudaine de l'afflux de patients corroborant des chiffres officiels qui dégringolent. Mais de nombreux cas, estime-t-il, ne sont plus comptabilisés. Lundi, le président Uhuru Kenyatta a permis la réouverture des bars et un allègement du couvre-feu. Amnesty International demande la libération ainsi que le rapatriement de plusieurs milliers d'Éthiopiens détenus en Arabie Saoudite. Un rapport de l'ONG fait état vendredi d'au moins 3 morts parmi ces migrants africains. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le kiosque à journée ce matin, je vous invite à suivre la revue de presse dans une sélection des commentaires de Patrick Polidor-Gazemi. L'actualité tourne autour du calendrier des travaux à l'Assemblée nationale pour cette session de septembre. Calendrier adopté hier jeudi 1er octobre, mais aussi autour du séjour du président de la République en Belgique où il a accordé une interview à des médias congolais de Belgique. Au cours de cette interview, Félix Tshisekedi s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment
la dissolution de la coalition FCC-CACH et le sort des 2 juges de la Cour constitutionnelle. Au sujet de ces derniers, écrit Forum des As, le chef de l'État a déclaré que leur sort est scellé. À la question de savoir si la coalition peut être dissoute si elle ne marche pas, Félix Tshisekedi a reconnu que le faire ne va pas profiter à la population, fait savoir le quotidien. Dissoudre la coalition reviendrait à créer une crise politique. Les crises politiques, on sait comment elles commencent, mais l'on ne sait pas comment elles se terminent. Cela pourrait faire le jeu d'un 3e larron, a-t-il lâché. À l'Assemblée nationale, l'on apprend avec le journal La Rupture News que la plénière du 1er octobre 2020 a adopté le calendrier des travaux pour la session de septembre. Les élus nationaux savent désormais ce qui les attend comme travail à abattre durant les 2 mois et demi qui restent. Cependant, fait remarquer l'hebdomadaire, dans ce calendrier, le vote et l'intronisation de l'honorable Patricia Ntseya au poste de premier vice-président en remplacement de Jean-Marc Aboun ne sont pas repris. Dans le même calendrier, indique de son côté Forum des As, la proposition de loi portant réforme de la CENI initiée par Christophe Lutundula passe et sera bel et bien examinée pendant la session. Par contre, poursuit-il, celle du groupe de 13 personnalités politiques, G13, sur la modification de la loi électorale a été d'office éliminée. Ainsi, on a décidé la plénière de la Chambre basse du Parlement. Le G13 est donc ajourné. Au-delà de ce qui concerne cette question de réforme électorale, renseigne l'avenir, ce qu'il faut retenir, c'est que la coalition FCC-CACH va tout arbitrer, car elle est majoritaire. Cependant, rappelle le quotidien, elle devra être soudée pour faire triompher la cause juste et veiller à ne pas être en déphasage avec la volonté populaire. La prospérité revient sur le rendez-vous encore manqué au sujet de la passation des pouvoirs à Lamouka. Une fois de plus, la prise du bâton de commandement par Fayoulou a été postposée. À en croire le porte-parole du coordonnateur sortant Steve Kibwata, ce énième report de la remise-reprise entre Mouzito et Fayoulou fait suite à la demande formulée par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, tous 2 membres du présidium de Lamouka, et ce, écrit le quotidien, pour discuter de quelques points fondamentaux. Mais à quel jeu jouent Mouzito et Fayoulou, s'interroge la Rupture News. Pour le journal, cette question trouve sa réponse dans les problèmes qui minent cette coalition et qui ont créé une divergence de vues entre, d'une part, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, et d'autre part, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Un sujet qui nourrit aussi les débats, c'est le rapport mapping de 2010 resté lettre morte, mais qui, à l'occasion de son 10e anniversaire, réveille les consciences. Le sang des victimes crie justice et réparation, affiche La République, qui met en exergue l'initiative du prix Nobel congolais, le Dr Mukwege. Le réparateur des femmes est à la tête d'une croisade contre l'impunité des crimes relevés dans ce rapport, il y a 10 ans, contre les Congolais sur leur propre sol. Jeudi 1er octobre 2020, indique le quotidien, il a réclamé justice pour les tueries et viols perpétrés depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Une réclamation qui fait agiter le Rwanda, selon Congo Nouveau. Avec une peur bleue, écrit le tri hebdomadaire, des officiels rwandais ne cachent plus leur désapprobation sur la demande des milliers de Congolais de voir la justice être rendue contre des crimes graves commis dans leur pays, selon le rapport mapping. Pour leur président Paul Kagame, poursuit-il, les auteurs du rapport prennent son pays pour un bouc émissaire pour cacher leur implication. Ils ne voient pas d'un bon œil les bonnes relations pouvant exister entre la RDC et le Rwanda, disait-il dans une interview sur la télévision rwandaise. Enfin, Africa News annonce que la requête du procureur général après la Cour de cassation sur les poursuites judiciaires à l'endroit des ministres de la Santé Teni Longondo et de la coopération Pépin Guinéen Manjolo est confirmée. Cependant, poursuit-il, l'Assemblée nationale devra également examiner la réquisition du parquet général après la dite cour concernant l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre John Toumba de la formation professionnelle. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Clôture de la formation de la première promotion de l'Académie de police en présence du ministre de l'Intérieur. Préparatifs de la rentrée scolaire fixée pour le 12 octobre, les couturiers se plaignent de non-engouement de parents dans leurs ateliers.
de cette session d'information qui a été réalisée et aussi dont José a été chef d'édition. Bon début de week-end chez vous et bonne suite de programme sur votre chaîne.